L'entrepreneuriat est le moteur de la croissance. Si seulement si tous les facteurs sont satisfaits, deux catégories peuvent être identifiées, techniques et organisationnelles. En outre, la fiscalité abusive et le difficile accès au financement plombent les efforts consentis. Vous avez compris là? Nous en parlerons avec un entrepreneur, un expert dans ce domaine, au nom de Monsieur Joël Cagnonou. Nous vous disons merci de continuer à nous suivre sur la chaîne nationale congolaise. Salut à vous. Comment allez-vous, Monsieur Joël? Merci madame, je vais très bien. Alors nous commençons avec cette question. C'est vrai, on dit l'entrepreneuriat est le moteur de la croissance économique. Et quel état des lieux pouvez-vous faire de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Je veux commencer d'abord par dire que c'est le secteur privé qui est censé financer l'économie dans une économie libérale qu'est notre économie aujourd'hui. Nous le voyons aux États-Unis, où nous voyons l'entrepreneuriat qui constitue les secteurs privés financer l'économie à travers les activités que les entrepreneurs développent. Ils créent de la valeur et l'État vient ponctionner ses taxes, ses impôts, etc. Et en République démocratique du Congo aujourd'hui, une grande partie de la population s'est lancée, moi je vais dire, dans la débrouillardise. Dans l'informel. Dans la débrouillardise qui est informelle jusque-là, n'est-ce pas? Ça n'a pas été cadré pour que cela contribue ou finance réellement l'État, pour donner à l'État ses moyens afin qu'il puisse évoluer ou réglementer correctement sa politique. Et voilà pourquoi, depuis plusieurs années aujourd'hui, l'État est en train vraiment de se battre pour ramener ces deux brouillards, n'est-ce pas, qui sont dans les secteurs dans le formel, vers le formel. Et voilà pourquoi on parle de micro, petite et moyenne entreprise. Vous voyez un peu? Alors, le PME. Le MPME, je dirais même. Parce qu'il y a les micros, vraiment, il y a les micro, et puis les très petites entreprises. Nous avons les petites entreprises, les moyennes et voilà. Les grandes entreprises. Les grandes entreprises même plus tard, parce que ces petites, moyennes entreprises sont appelées à se développer, à devenir des grandes entreprises et pourquoi pas devenir des transnationales comme nous voyons aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'exemples de transnationales qui évoluent jusqu'à aujourd'hui en RDC. Le cas de Bolloré, par exemple, c'est une transnationale. Et les cas de Huawei, c'est une entreprise transnationale. Vous voyez un peu. Alors, en RDC, cette culture entrepreneuriale est ancrée aussi au sein d'une frange de la population. Mais ce n'est pas suffisant, ce qu'ils produisent. Qu'est-ce qui manque? C'est d'abord l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, il faudra qu'il y ait de l'impulsion, n'est-ce pas? L'État est censé donner de l'impulsion à travers ses lois, à travers ses réglementations, pour donner à l'entrepreneur qui lance son idée sur le marché de pouvoir développer son idée, mûrir son idée et développer son projet. Vous voyez un peu? Mais nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il y a la réglementation, il y a les lois, mais peut-être qu'ils ne sont pas très bien appliqués. Qui ne sont pas bien connus. Oui, d'une part. De jeunes entrepreneurs. D'une part, parce que entreprendre, c'est connaître les lois. On ne peut pas entreprendre sans connaître les lois qui régissent chaque secteur de la vie économique du pays. Parce que chaque secteur de la vie économique de notre pays est réglementé par de lois et de règles. Vous voyez, madame, il y a le secteur de l'agriculture qui a ses lois et ses réglementations. Si tu veux évoluer comme entrepreneur agricole, il faudra suivre cette réglementation. D'autre part, il y a les mines, par exemple, qui a aussi ses réglementations. Je vais parler de l'électricité, je vais parler de ressources hydrauliques, je vais parler de gaz, je vais parler des hydrocarbures. Vous voyez un peu? Il y a les secteurs de transport, où nous avons besoin des entrepreneurs dans ces secteurs. Ils sont là, mais peut-être qu'ils ne font pas bien les choses, ils ne suivent pas la loi. Et derrière, l'État qui a mis en place des lois et des réglementations n'émet pas aussi de mesures d'application réelles. Et il y a ce désordre qui empêche une éclosion, un vrai secteur privé au sein de l'économie congolaise. Mais pourquoi? On a vu beaucoup d'entreprises se créer. Mais à un moment donné, on s'est dit, on ne sait plus où en sommes avec ces entreprises. C'est quoi le problème? La vraie problématique. La vraie problématique, c'est d'abord au niveau des principes. Si tu veux devenir entrepreneur, tu ne te déclares pas entrepreneur directement. Ok, c'est quoi? Il y a des principes qu'il faudra respecter. Pour entreprendre quelque chose, vous devez d'abord partir de l'idée. Vous avez une idée d'une solution que vous apportez au consommateur.
N'est-ce pas? Parce qu'après, quand on parle d'entrepreneur, c'est lui qui met en place un produit qui est consommé par voilà, des gens qu'on appelle consommateurs ou clients. N'est-ce pas? Tu pars de ton idée, mais l'idée ne suffit pas. Après avoir eu une idée, vous devez la coucher comme un projet. Voilà. L'écrire. L'écrire. OK. Vous écrivez votre idée et puis vous imaginez un business model. Quel est le modèle que vous allez appliquer pour que votre projet soit implémenté dans le marché existant? Vous comprenez? Le business model, c'est aussi ça le problème. Parce que généralement, on peut avoir une bonne idée, hein. On a aussi de moyens même, mais on commence le projet, comme vous le dites, après quelques mois, après quelques années, l'idée ou le projet disparaît. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc ça dépend aussi du business model. Le business model doit s'adapter à l'environnement dans lequel vous allez mettre en œuvre votre projet. Vous comprenez? Et tout ça, c'est très important que l'entrepreneur le sache avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons vu aujourd'hui, dans notre pays, beaucoup de fonds qui ont été créés. C'est la question du financement. Si beaucoup de fonds ont été créés, on a donné de l'argent à des gens. Mais beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Certains sont... Ils ne savent même pas peut-être rendre compte, non, ils ne savent pas rendre compte de ces financements. Non, mais ils n'ont pas de business model. Ils n'ont pas de business model. Et quand vous avez votre business model que vous avez défini, vous devez définir un business plan. Et quand vous avez défini votre business plan, vous devez maintenant chercher le moyen pour accompagner ce que vous faites. OK. Bon, je dois partir de zéro. Je n'ai rien. OK? Au départ, pour commencer mon projet, je commence à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Est-ce que mon business model me permet de commencer avec un minimum afin de pouvoir le développer après? Alors, où est-ce que je vais avoir ce minimum? Est-ce que je dois contacter ma famille, par exemple? Je dois contacter mes proches pour me permettre de lancer quelque chose? Donc, tout ça, ce sont des moyens que l'entrepreneur réfléchit avant de se lancer dans l'idée qu'il a transformée en projet. Vous voyez un peu, madame? Et c'est là que se trouve le problème. C'est-à-dire, ce principe-là ne sont pas respectés en amont. Les gens se lancent parce qu'ils ont une belle idée. Aujourd'hui, on m'apprend que bon, voilà, le charbon de bois, c'est un bon marché au niveau du Congo central. Alors, je prends mon argent, je me lance dans l'entrepreneuriat. Il faut que j'aille aussi acheter, moi, le charbon de bois. Mais je n'ai même pas calculé les coûts qui vont intervenir pour que Il faut connaître le méandre. Ah, mais justement, dès le départ, je ne peux pas me lancer comme ça. Et c'est ce qui tue justement. Quel sera le business model que je vais faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent le charbon de bois ici. Mais quel est le business model? Quelle est l'approche, si vous voulez? Hein, Comment je pense quand je parle de business model, je vois l'approche de comment je vais implémenter mon projet dans le marché existant. Alors du coup, en ayant tous ces éléments en tête, écrits, je peux me dire, voilà, je peux lancer un projet. Et quand je lance mon projet, il faudra que je sois patient. Parce qu'on n'a pas le résultat du coup. La patience, là, ça peut prendre combien de temps? Mais ça dépend. Ça dépend de comment vous implémentez votre projet. Mais il faut de la patience. Mais attention, vous pouvez aussi avoir le meilleur paramètre possible avant de lancer un projet. Mais il y a un événement inattendu qui arrive. Ça peut faire en sorte que votre projet soit complètement bousillé. Alors là, vous allez faire intervenir une autre qualité qu'on appelle la persévérance. Et voilà. Donc, il faudra de la persévérance. Je parle de la patience avant, il faut de la persévérance. Donc, il faut faire la différence entre la patience et la persévérance. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La patience, c'est-à-dire... En entrepreneuriat. Tu t'attends à avoir un résultat, pas maintenant, mais dans un temps qui est peut-être futur. Mais arrivé à ce temps-là, tu n'as pas le résultat, même malgré le paramètre qui était au vert au départ avant de lancer, n'est-ce pas? Mais après, tu te rends compte, à la date échue, tu n'as pas le résultat. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'abandonnes pas. Tu persévères. Tu persévères. Et ben alors, là, c'est une qualité que doit Quel que soit le choc. Quel que soit le choc. Ça fait des chocs, madame. Nous, aujourd'hui, nous faisons ce que nous faisons, mais nous avons reçu beaucoup de coups dans l'entrepreneuriat. Vous avez conçu des belles idées, vous avez écrit des projets, vous avez pris la bonne approche. Il y a eu des événements inattendus. On peut en parler dans quelques minutes. Le choc que vous-même vous avez connu au parcours de votre création de l'entreprise. Alors, moi par exemple, je vais parler d'une anecdote, un événement que j'ai organisé. C'était un événement ici à Kinshasa, le salon d'affaires et d'investissement de Kinshasa. C'était en 2017, 2018, 2019. Alors, tout le paramètre pour moi était au rouge. J'ai bien conçu le projet, j'ai rencontré des partenaires, j'ai signé des contrats, des gens qui ont accepté de vous accompagner parce que vous leur avez vendu
justement de package, par exemple, de participation à votre événement. Mais arrivé le jour J, ou à la veille, on vous dit non, je désiste. Alors que vous avez pris des engagements financiers, par exemple. Les gens qui ont reçu bel et bien des packages et pris, ils vous Justement, disent on nous à la veille, par exemple, on vous dit bon, on ne sera plus là. À la veille, par exemple, on vous apprendra qu'il y a quelqu'un qui avait, que l'entreprise X avait déjà financé, mais telle personne est partie avec l'argent. On a connu ce cas-là. C'est un détournement. Genre un petit détournement. Mais qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Vous allez abandonner ou vous allez continuer? Et nous avons vécu comme ça, une fois, deux fois. Et ce n'est qu'à partir de la troisième occasion, ou la troisième édition, que nous avons commencé, à chaque fois que nous rencontrons des contraintes, des difficultés, ça nous sert de leçon pour améliorer et minimiser ce risque-là dans les prochaines éditions. À la troisième édition, c'était parti, et ça fait que nous puissions maintenant nous diversifier dans beaucoup de secteurs, et ça fait que petit à petit, maintenant, nous commençons à prendre de l'homme. Ça nous a pris beaucoup de temps. Environ aujourd'hui... C'était comme une école. Vous avez, une école. Vous avez appris. L'entrepreneur est dans une école perpétuelle et permanente même, je dirais. L'entrepreneur doit apprendre chaque jour de tout le mouvement, de toutes les actions qu'il pose pour son entreprise. Vous comprenez un peu? Là, j'ai parlé seulement de l'événementiel, mais il y a eu beaucoup d'autres secteurs de la vie que nous avions touchés où tous les paramètres étaient ouverts, mais à un certain moment, il y a eu un événement inattendu qui a empêché que nous puissions évoluer. Nous avons signé un contrat, par exemple, d'ailleurs là, ça frappait tout le monde, la période de la Covid, par exemple. Vous avez des contrats qui ont été signés, vous avez des engagements que vous aviez déjà pris. Un bon matin, vous vous réveillez, on dit que toutes les frontières sont fermées. Vous ne savez plus rien faire. Vous comprenez? C'était un coup dur pour beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde. Mais il y a de ceux qui en ont profité pour rebondir et se développer après ces moments-là où c'était un choc pour tout le monde. Donc l'entrepreneur doit déjà avoir tout ça en tête et l'intérioriser. Il est presque un réalisateur aussi, hein, parce qu'il doit anticiper les actions. Il doit anticiper certaines actions. Il doit comprendre tout le paramètre, le risque qui existe dans le secteur dans lequel il est en train d'évoluer. Il doit analyser les faiblesses, les forces, les opportunités, les menaces qui peuvent survenir lors de l'implémentation de son projet. Le commun des mortels disent que ce n'est pas facile d'entreprendre au Congo. Êtes-vous de cet avis? C'est pas facile d'entreprendre partout dans le monde. C'est pas seulement au Congo, parce que nous avons eu quand même aussi l'opportunité de visiter d'autres pays, en dehors de notre pays. Nous avons vu que la vie d'entrepreneur n'est pas aussi facile, comme je le dis, mais seulement notre système économique actuel ne permet pas vraiment l'éclosion de vrais entrepreneurs. N'attire pas. Non, mais moi je parle d'abord des entrepreneurs locaux, avant de parler des investissements, parce qu'il y a des investissements locaux dans notre pays. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des capitaux, qui veulent investir dans des projets qui sont porteurs. Ça existe. Mais seulement l'environnement économique actuel ne nous permet pas encore de faire éclore de vrais majors de l'entrepreneuriat dans notre pays. Nous avons connu le cas de gens qui ont brillé depuis beaucoup d'années jusqu'à aujourd'hui, des décennies. Je vais parler de l'exemple de M. Ledia, par exemple. Je parle de l'exemple de M. Kinduelo. Je parle de l'exemple de M. Dokolo, paix à son âme. Les entrepreneurs comme M. Jean Obemba. Donc, il y a tout ce monde-là. C'est une école de l'entrepreneuriat local. Ils ont connu les difficultés qu'ils ont connues. Mais aujourd'hui, nous avons un système monétaire qui est très fluctuant. Donc notre monnaie, qui ne favorise pas. Notre monnaie n'est pas très stable. Donc il y a tous ces aspects de choses qui doivent être pris en compte pour se dire que réellement l'entrepreneuriat peut ou ne pas marcher dans notre pays. Mais il faut être persévérant parce que tout ce monde-là, ils ont traversé tout ce méandre-là. Dans l'âme de l'entrepreneur, il y a toujours une petite voix, même quand vous êtes presque au bord de l'abîme. Vous vous dites, non, il faudra que je puisse me relever et me relancer. Et nous avons vu des exemples comme ça qui ont continué à résister. À émerger. Alors, le gouvernement maintenant, dans ce cas-là, le gouvernement devait analyser et étudier tout ce cas-là pour savoir comment améliorer
l'environnement des affaires. Vous comprenez? L'environnement économique pour permettre à ce que des locaux puissent éclore. Et nous le voyons malheureusement, ce sont beaucoup des étrangers qui viennent dans notre pays, qui commencent petits, mais rapidement qui... mais c'est quoi le problème? Parce que ça étonne très souvent. On voit comment les étrangers se développent ou développent leurs entreprises plus rapidement que les entrepreneurs congolais. C'est quoi le problème? Eux, c'est des gens qui sont venus intégrer un marché qui existe quelque part. Alors ils sont venus en bloc. Ils ont déjà réfléchi comment il faudra intégrer là-bas, qu'est-ce qu'il faudra faire. Il faudra qu'on amène nos banques. Nous étudions toutes les difficultés. Ah, voilà, ils ont amené leurs banques, ils ont amené leurs capitaux, ils ont étudié le comportement de consommateurs congolais et ils nous ont donné ce qui est à notre niveau et nous le consommons. Et qu'est-ce qui manque que le Congolais fasse la même chose? Qu'est-ce qui manque réellement? Est-ce que les Congolais ne sont pas prêts à travailler ensemble? Non, il y a quelques Congolais qui le font, qui font mieux, mais ils sont très peu. Ils sont très peu parce que l'environnement n'est pas trop facile pour le Congolais, surtout par rapport aux capitaux que eux-mêmes, le Congolais, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de capitaux dans notre pays. Pour réellement... c'est lancé dans une affaire. Non, on n'a pas vraiment beaucoup de capitaux et ça vous prend beaucoup de temps pour vous développer. Contrairement aux étrangers qui viennent déjà avec des capitaux qui les accompagnent. C'est ça la difficulté. C'est ça la grande difficulté. Alors, il y a des systèmes de financement qui ont été mis en place par le gouvernement, même à travers de partenaires. Il y a un projet déjà. Voilà, il y avait des projets, je me souviens, un projet PAD PME, quelque chose comme ça. Un projet qui était au ministère du Plan, où la Banque mondiale avait mettait, je crois, 100 millions de dollars par année afin de financer des entrepreneurs. Mais cet argent, quand les entrepreneurs recevaient 50 000, 100 000, 200 000 dollars pour financer leur projet, les uns allaient construire des maisons, les autres faisaient des voyages, les autres achetaient de taxis, des véhicules pour faire le taxi. Et très rapidement... Donc ils se sont détournés de leurs objectifs. Et là, c'est là que je rappelle qu'il faudra revenir au départ. Un entrepreneur, au-delà de l'idée et du projet, il doit avoir un business model avant d'avoir un business plan. Donc le modèle de votre affaire avant le plan de votre affaire. Et ça, c'est les fondements. Et beaucoup de gens, au départ, n'ont pas d'abord le modèle de leur affaire. Et du coup, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens se perdent. Même quand ils ont reçu des capitaux, le gouvernement a initié beaucoup de projets. Aujourd'hui, on apprend qu'il existe le fonds de garantie de l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas encore assez d'argent aussi pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent aller dans de gros projets. Aujourd'hui, par exemple, il y a un secteur qui peut aider les entrepreneurs congolais d'éclore. Je parlerai même de deux secteurs. Il y a le marché public et il y a la sous-traitance. Dans le marché public, est-ce que les entrepreneurs congolais cherchent à connaître le critère pour gagner un marché public, n'est-ce pas? Ou les compétences requises pour gagner un marché public, afin qu'ils puissent se conformer à cela, parce que c'est un secteur qui peut facilement aider les entrepreneurs de pouvoir éclore. Deuxième secteur, c'est la sous-traitance. Aujourd'hui, nous voyons comment le chef de l'État est en train de se démerder à travers l'ARESP, afin de pouvoir positionner les entrepreneurs congolais dans le marché de sous-traitance auprès des miniers, où il y a des grands marchés qui peuvent facilement aider les entreprises congolaises d'éclore. Mais est-ce que les entreprises congolaises comprennent qu'il faudra saisir ces opportunités en développant les compétences internes pour répondre aux besoins du marché? Nous allons suivre, il y a une interview que nous avons pu réaliser avec un entrepreneur congolais qui a parlé de toutes ces réalités dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Suivez avec beaucoup d'attention. Je suis docteur Richard Sita, je suis dermatologue de formation. J'évolue dans les cosmétiques, ça fait déjà 10 ans. En dehors de ça, je suis président de l'ONG Le Résien. Nous sommes en train de lutter contre les produits toxiques. Ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai sensibilisé la population concernant l'hydroquinone. Et les gens me disaient, bon, après ça, qu'est-ce qu'on va appliquer comme l'eau de beauté? Et je me suis lancé dans les cosmétiques. Et ça demandait de créer une usine cosmétique. Et c'est pour cela que j'ai créé une usine cosmétique et j'ai créé la gamme. L'idée est venue par rapport aux méfaits de l'hydroquinone sur la peau humaine.
Au début, c'était pas facile parce que je commençais avec $500 et acheter les machines et commencer à produire. Donc, c'était pas facile au début. Mais tellement j'avais cette idée-là d'aller plus loin et je me suis dit non, je dois vraiment me lancer dans cette aventure. Je peux me dire maintenant et ça évolue très bien. J'évolue sans financement. Les difficultés sont, premièrement, on n'est pas exonéré. Il y a de la hausse des taxes, DGI, DGRK et tout, et les impôts. Donc ça nous dérange vraiment. Donc il y a vraiment la tracasserie. Nous évoluons aussi dans la salubrité, l'embellissement de la ville. Maintenant, comme à l'échangère, je me suis décidé d'aménager la place. Maintenant, on le fait par nos propres moyens. Et là, je demande au gouvernement s'il y a moyen de nous soutenir pour avancer avec notre projet d'embellissement de la ville de Kinshasa. Et en dehors de ça, créer des usines aussi comme les autres, comme des Libanais, des Pakistanais, et élargir notre champ d'action au niveau de province parce que nous sommes à Kinshasa et nous voulons un peu élargir nos extensions au niveau d'autres provinces, Lubumbashi, par exemple Katanga, Lomami, Équateur, les grands Bandundu, les grands Kasaï. Donc on voulait un peu élargir notre champ d'action. Je demanderai à la population congolaise de faire confiance d'abord aux entrepreneurs congolais et à consommer nos produits fabriqués localement. Donc, en dehors de ça, je demanderai au gouvernement de nous soutenir en tout cas. Et nous sommes les jeunes entrepreneurs, on se bat par nos propres moyens et ça va vraiment nous aider pour évoluer. Quel commentaire faites-vous? Oui, merci madame. Je pense que si vous avez bien Vous avez aimé? Oui, j'ai très bien aimé. Un de vos collègues. Évidemment, ça se voit qu'il est en train de se débattre. Déjà, l'idée est partie de problème de la lutte contre l'utilisation de l'hydroquinone pour la peau. Il a fait ses études, il y a un problème. Justement sur la peau. Alors il s'est dit, il y a un problème. L'idée est partie de ce problème-là. Il a pensé, il a créé un projet. Non, ben voilà, moi je dois monter une usine pour fabriquer du savon dermatologique, mais qui sera sans hydroquinone. En même temps, qui peut aussi aider ceux qui utilisaient déjà l'hydroquinone pour se faire soigner. Vous voyez? Donc il répond déjà à un besoin. Maintenant, il faudra qu'il puisse développer son projet. Pour développer son projet, il a besoin de vendre ce savon à une poignée... De faire consommer son produit. Voilà, faire consommer son produit à une poignée de consommateurs. Mais maintenant, pour arriver à tout ça, il faut mettre en place des intrants. Des intrants qui lui permettront de pouvoir fabriquer le produit fini qui est son savon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il doit avoir la matière première, il doit avoir les machines, ou je ne sais pas, la petite industrie nécessaire à pouvoir transformer sa matière première en ce produit fini qui est ces savons-là. Mais il a des difficultés. L'accompagnement de l'État dont il a besoin en ce moment, c'est par exemple, c'est pas seulement que l'État lui donne de l'argent, nécessairement. Certaines facilités. Ouais, certaines facilités. La facilité, c'est quoi? C'est d'abord l'accessibilité à sa matière première, la connectivité entre le point où il est en train de prendre sa matière première vers le point de production et de transformation, n'est-ce pas? Il y a tout ça. On a un problème de routes. On a un problème des systèmes de voies de communication. Les routes sont défectueuses. Nos lacs ou nos fleuves qui peuvent compenser la précarité des routes, ces lacs-là sont aussi ensablés, donc il faudra faire le balisage. De l'autre côté, pour transporter des grandes quantités, il a besoin, par exemple, du chemin de fer. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Alors, même là où il est en train d'aller s'approvisionner, il va dans des environnements où les gens ont une vie très précaire. Donc déjà, il y a tous ces aspects de choses qui font que si vous n'êtes pas, la patience, déterminé, la persévérance, à un certain moment... Le courage aussi, à un certain moment, il va abandonner. Vous voyez un peu. Alors, maintenant, il y a aussi des investisseurs qui peuvent se dire, bah, écoutez, ça c'est un projet intéressant, je peux le développer, je peux mettre mon argent, mais il faudra qu'ils trouvent un business plan et une bonne comptabilité qui permet à ce qu'on puisse faire la traçabilité. Mais moi, je pose, pourquoi les entrepreneurs congolais ne travaillent pas ensemble? Moi, je crois que c'est d'abord un problème culturel.
Donc, on a développé dans notre pays cette attitude-là, c'est dire, bah, écoutez, c'est moi qui suis le... On est trop prudent, voilà. Non. On est mieux seul. Non, mais c'est d'abord... Ou la peur, c'est cette la peur. culture de l'ego, d'abord personnelle, et justement, cette culture de l'ego personnel, c'est ce qui entraîne toutes ces choses-là. Il y a la peur, il y a la prudence, une forme de prudence, il y a la ruse même qui intervient à un certain moment. Alors, ça fait que, bon, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas s'associer, mais il y a quelques-uns... Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est maintenant de voir des choses. C'est pas bon parce que si nous travaillons en synergie, nous allons rapidement créer une force. Même, c'est quand vous êtes en synergie que vous pouvez réclamer Vos droits. Vos droits auprès de l'État. Quand ils voient un groupe d'entrepreneurs qui ont un impact réel sur l'économie, venir demander quelque chose, l'État peut rapidement trouver une solution aussi. Vous voyez un peu? Et les choses peuvent évoluer. Nous le voyons ici avec les expatriés. Tous les grands magasins en ville, ici, dans notre grand marché, sont tenus par les expatriés. Un seul jour que tous ces expatriés se disent de ne pas ouvrir leur magasin, la population va dormir affamée. Vous comprenez un peu? Donc, eux, ils savent déjà qu'ils ont cette force-là, et ils peuvent le faire, mais pour la plupart, ce sont des expatriés. Mais chez nous, c'est des gens à compter au bout du doigt, hein, n'est-ce pas? Et ça, je le parle pour le marché, par exemple, à Kinshasa, dans d'autres grandes villes. Mais c'est vrai, il y a d'autres contrées, par exemple à Butembo, à Beni par exemple, où ce sont des entrepreneurs congolais, hein, c'est eux qui font la vie économique dans leur contrée. Ils construisent même des routes, ils accompagnent même l'État dans certains secteurs pour permettre à ce qu'ils puissent améliorer juste le cadre économique pour que leurs affaires puissent bien évoluer. Alors, comment êtes-vous organisé dans votre structure? Nous avons dans notre structure Awakening Hub. C'est d'abord un groupe, une plateforme d'entrepreneurs qui a commencé aux États-Unis et ça a été créé par un Africain, un Congolais. Un Congolais. De la République démocratique du Congo. Ça, il faudra le signaler. C'est très important, mais c'est Emmanuel Kalumbata. Et aux États-Unis, il a commencé à travailler aussi avec les entrepreneurs d'autres pays d'Afrique, de la diaspora, si vous voulez, la diaspora d'autres pays africains qui évoluent aux États-Unis. Il a commencé comme ça. Mais après, il s'est dit, non, il faudrait que cette idée, ce projet s'étende aussi dans mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il organise cette année, je crois dans quelques jours ici, le forum Invest in DRC, où il veut connecter des investisseurs américains non seulement aux décideurs du pouvoir public congolais, mais aussi aux entrepreneurs congolais qui prendront part à cette activité. Et il veut, ici au Congo, puisqu'il y a déjà un bureau de représentation ici. Ça existait déjà. Ici, nous avons déjà un bureau de représentation d'Awakening ici, où nous invitons les entrepreneurs à venir. Vous avez parlé de travailler ensemble. Nous les invitons à venir se joindre à nous pour que nous puissions ensemble partager des idées, des marchés. Nous allons nous former, nous allons nous informer aussi sur les possibilités de booster nos différentes affaires à travers des formations, mais également de pistes de financement que nous proposons afin que les activités de nos entrepreneurs aussi puissent évoluer. Mais également, nous avons besoin, au-delà de notre organisation, de l'appui institutionnel de notre pays afin qu'ils puissent se dire, écoutez, puisque nous avons des entrepreneurs qui évoluent dans divers secteurs, parce que nous évoluons dans divers secteurs. Les uns sont dans l'agriculture, les autres sont dans les mines, je dirais l'artisanat minier. Les autres sont aussi dans la sous-traitance. Dans l'industrie. Les autres sont dans l'industrie, vous voyez. Alors nous voulons qu'ils viennent, qu'on se mette davantage ensemble pour que nous constituions une force et développer des projets communs qui vont permettre à ce que nos différentes entreprises puissent croître et que nous puissions réellement contribuer à l'économie de notre pays. Le président de la République l'a dit, le gouvernement est en train de mettre en place des mécanismes pour financer les entrepreneurs, mais nous conseillons aux autorités d'aller beaucoup plus dans des hubs, hein, n'est-ce pas, dans des plateformes des entrepreneurs et financer des projets communs qui vont booster rapidement les activités des entreprises. Pourquoi pas des entrepreneurs qui sont dans des secteurs similaires se mettre ensemble, de se regrouper ensemble comme une coopérative. Une coopérative ou un groupement d'intérêt économique, ça existe. Ils peuvent créer un groupement d'intérêt économique et là-bas, ils peuvent facilement capter de gros financements
et se développer ensemble et chacune. Donc voyez un peu, donc c'est des stratégies comme ça que nous comptons proposer et mettre en place afin que les entrepreneurs congolais puissent se développer aussi rapidement malgré l'environnement. Nous demandons aux autorités de penser aux infrastructures parce que la matière première dans notre pays, pour beaucoup de domaines ou pour beaucoup de produits, nous avons la matière première dans notre pays, mais il y a un problème d'accessibilité vers cette matière première, il y a un problème de connectivité entre les contrées où nous demandons au gouvernement, au-delà de l'appui que nous pouvons demander d'argent sur ce que nous sommes en train de faire, mais d'accélérer le développement de ces infrastructures qui vont permettre la connectivité et l'accessibilité afin de permettre une émergence d'un secteur privé, d'une classe moyenne qui sera à même de pouvoir soutenir l'économie de notre pays. Nous vous avons suivi, mais que diriez-vous, je l'ai dit encore, à la population qui vous suit de partout, qui avait tenté de créer une entreprise, mais ça n'a pas tenu, qui n'ont plus de l'espoir? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, ce que je dirais déjà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une sélection. Donc vous le dites, c'est un don. Non, c'est une sélection naturelle, si vous voulez. C'est vraiment une sélection naturelle. Tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Parce que tout le monde n'aura pas la même persévérance pour continuer à tomber, à se relever, créer de la valeur, comme le font beaucoup d'entrepreneurs de renom qui aujourd'hui sont des transnationales. Vous voyez un peu? Mais ce que je vais demander à ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat, de pouvoir se munir de toutes les compétences et les capacités nécessaires qui vont permettre à leurs activités d'évoluer. Je veux investir dans le secteur de la construction, par exemple. Alors, je dois, avoir des équipiers qui sont experts dans les différents métiers de la construction, de la maçonnerie, de la menuiserie, de la charpenterie, du ferraillage, et ainsi de suite. Je dois avoir des gens qui sont qualifiés dans tous ces secteurs. Aussi, être en mesure de répondre aux vrais besoins qui se présentent devant nous en termes de marché. De consommateurs. Voilà, les marchés qui sont ou de demandeurs. Des demandeurs, pour que nous puissions toujours être à la hauteur de faire des travaux qui sont, je dirais, viables et qui vont pérenniser votre entreprise. Et si nous développons ces capacités ou ces compétences au sein de l'entreprise, ça permettra à ce que l'entreprise puisse traverser toutes ces méandres et essayer d'évoluer. Parce que, bon, on peut tout dire. Nous avons eu dans ce pays, je reprends encore ces exemples, qui sont des exemples merveilleux, des exemples de personnalités comme M. Ledia, M. Kindelo, qui ont évolué dans le même environnement. Des exemples vivants, des exemples qui sont bel et bien vivants. Mais ils ont compris, ils se sont adaptés, ils ont mis en place des mécanismes qui leur ont permis de pouvoir se frayer un chemin aujourd'hui. De résister au choc. Qui ont résisté au choc. Voilà, quelle que soit la période. Leurs entreprises continuent à se développer aujourd'hui. Vous voyez, nous pouvons s'ouvrir ce modèle et essayer d'aller main dans la main avec le pouvoir public afin de pouvoir faire éclore une vraie classe de majors de l'économie nationale. Parce que c'est ça notre vision. Nous voulons développer des vrais majors qui vont contribuer au rayonnement de notre pays. Qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour booster les secteurs privés? Ce que l'État congolais doit faire pour booster le secteur privé, selon notre point de vue, nous proposons de pouvoir s'approcher de hubs, des plateformes. Parce que l'État ne saura peut-être pas travailler directement avec chaque entreprise congolaise qui est créée. Il faudra d'abord en amont que vous soyez regroupés. Je propose qu'il y ait beaucoup de hubs qui réunissent les entrepreneurs autour de projets et qu'ils regroupent des entrepreneurs qui ont des projets similaires en de même groupement d'intérêt économique et que l'État puisse beaucoup plus investir de l'argent pour essayer de booster le projet ou sinon des activités ou des produits qui sont déjà consommés et qui sont viables au sein du marché. Que l'État fasse cela, je crois que ça va être très bénéfique pour lui aussi parce que ces entreprises, quand ils se développent, ils vont contribuer à travers leurs impôts et taxes pour le développement du pays. Mais aussi, de l'autre côté, de travailler pour le développement des infrastructures, n'est-ce pas, routières, ferroviaires, aéroportuaires, pour la connectivité entre entre les centres d'intérêt. Exactement, et l'accessibilité vers le matière première. C'est bien en un mot, que diriez-vous de l'entrepreneuriat? En un mot. Persévérance. C'est vraiment la fin de ces numéros. En un mot, l'entrepreneuriat signifie
persévérance. C'était là l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo avec un expert, un entrepreneur, un jeune Congolais, M. Joël Kanyonyo. Nous vous disons merci de continuer à suivre la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très vite.